Ah ouais, mais c'est stylé aussi comme ça. Alors, euh, regarde pas, hein. C'est où que les gens, ils ont un métabolisme qui est diminué quand ils ont un TDAH? C'est dans quelle partie du cerveau qu'ils ont un métabolisme diminué? Bah, moi, je serais dit dans le préfrontal. Oh putain, t'es une machine de guerre. Ok, et ben c'est ça. Putain la vache. Ouais, à force de le répéter. Donc c'est dans le préfrontal. Et puis bon, en gros, c'est tout, hein. Donc ça, c'est de l'imagerie. Pour voir le métabolisme, c'est de l'imagerie fonctionnelle. Hmm. D'accord? Tu as l'imagerie anatomique, où tu vois la gueule des structures, etc. Et tu sais pas comment ça fonctionne. Et après, tu as l'imagerie fonctionnelle. Et tu as différentes façons de le voir. Est-ce que tu regardes les signaux du sang? Est-ce que tu regardes les signaux des photons, des positrons? Enfin, il y a plein de trucs. Ok. Mais du coup, c'est ça. Et puis c'est tout. On a vu hier, c'est quelle région qui gère l'attention au niveau du L'attention. préfrontal? Alors, orbital, c'est plus la gestion émotionnelle. Ouais. Oh là là. Euh, Il y a deux types d'attention à TLH. Il y a l'attention sélective, Oui. où tu vois, genre, bah, où j'ai mis mes clés, qu'est-ce que j'ai fait de ça, etc. Et puis après, il y a l'attention soutenue. Et l'attention soutenue, c'est une fois que j'ai déclenché la tâche, comment est-ce que je peux rester sur ce processus? Et donc l'attention sélective, c'est le cortex singulaire antérieur. Ok. Et la tension soutenue, c'est le cortex dorsolatéral préfrontal. Et donc là, sur la photo qu'on voit, qui est là, qui se trouve être une image d'une nouvelle IRM Tesla, enfin, avec une précision extrême, résolution massive. Là, c'est une coupe du cerveau. Là, c'est une coupe du cerveau. Là, c'est une coupe du cerveau. Le plan n'est pas le même. D'accord? Là, c'est le plan sagittal. Mhm. Là, c'est le plan frontal. Si c'est pile au milieu du vertex, c'est le sommet du crâne, c'est le plan coronal. Et là, c'est le plan horizontal. Hmm. Ok. Là, tu as le préfrontal, ici. Donc là, c'est un IRM, c'est méga. Alors déjà, c'est beau à pleurer, mais en plus, enfin, tu vois, c'est d'une précision incroyable. Il n'y a pas les os, ils ont dégagé les os. En bleu, c'est de la flotte. Donc là, tu as le troisième ventricule. Enfin, les troisième, quatrième, tu as les ventricules latéraux. Ok. Et là, tu as le préfrontal. Et là, tu as le corps calleux. Là, c'est une zone de connexion entre les deux hémisphères. Mhm. Et juste au-dessus, tu as le cortex singulaire antérieur. Il est là. En fait, là, c'est le cingulum et tu as antérieur, dorsal, postérieur. En gros, on parle de cette région-là. OK? Ouais. Il y a quoi comme anomalie à l'IRM, enfin à l'imagerie cérébrale que tu vois chez les enfants qui sont atteints d'autisme? Il y a une zone qui est Est-ce que tu plus sais? développée que l'autre. La zone Ouais. motrice est plus développée que la zone attentionnelle. Non, ça c'est chez les enfants atteints de TDAH. Ah C'est bah pas c'est ce que tu m'as l'autisme. demandé. Ah, t'as dit Non, autisme. l'autisme, ouais. Ah bah non, autisme. Ah. Le truc qui revient le plus souvent. Bah la zone theta orbitale qui est peut-être un peu sous-développée, Non, non? non, Non. je sais pas. Eh ben, c'est le fait que les cerveaux sont plus gros, D'accord. en fait. C'est tellement fréquent que la question se pose de est-ce que c'est pas un biomarqueur? Voilà. Où tu te dis, bon, ben, on fait une imagerie structurelle et puis on voit la taille du cerveau. Hmm. Problème, c'est que c'est pas suffisant, hein. Clairement, c'est pas suffisant pour dire, tu vois, enfin, c'est pas un biomarqueur au sens genre, je sais pas moi, tu fais une insuffisance cardiaque, tu as ton BDF qui augmente ou Hmm. tu fais un sepsis parce que tu vois la bactérie dans la prise de sang. C'est éventuellement, on cherche des biomarqueurs, Quelque ça, chose en plus, quoi. on cherche des éléments objectifs qui pourraient venir un peu étoffer nos diagnostics et donc ils cherchent. Et les anomalies que tu as à l'IRM structurelles qui sont plus souvent retrouvées, parce que c'est pas toujours retrouvé dans l'autisme, ben, c'est le cerveau qui est un petit peu plus hypertrophié. Et il y a la question de est-ce que c'est qu'il y a plus de neurones ou est-ce que c'est la même quantité de neurones, mais il y a plus de colonnes, de mini-colonnes corticales. Enfin, il y a plusieurs différentes hypothèses, rien n'est clair.
mais c'est pas présent dans toutes les études. Donc ça dépend un petit peu. C'est pas une augmentation du volume de l'amygdale. Les lobes frontaux sont pas en hypoperfusion. C'est quelle maladie que tu connais où il y a une hypoperfusion des lobes frontaux? Bah, sur les démences préfrontales, type, Eh bah oui, oui, type. type, Ah, tu sais. non. Bah, type démence frontotemporale. Oui, En fait, où c'est ça, bah oui, t'as une c'est anomalie de tout. perfusion des lobes frontaux et temporaux. Donc, t'as les signes d'apathie et puis les signes plus Alzheimer-like, problématiques mnésiques, etc. Et puis, bah, dans le TDAH, il y a un hypométabolisme au niveau du cortex préfrontal. Et il se pose la question de est-ce que c'est qu'il y a une diminution de perfusion? Est-ce que c'est les mitochondries à cet endroit-là qui marchent moins bien, mais la perfusion est la même? Et, tu vois, il y a différentes façons Mhm. de voir le truc. Mais concrètement, pour l'autisme, c'est ça. L'amygdale qui est trop, enfin, l'amygdale qui est hypertrophiée, c'est pas souvent hypertrophié l'amygdale, par contre, c'est parfois hyperactif. Et donc, tu as l'amygdale qui se déclenche là où elle devrait pas. Donc là, c'est les. Tag? Alors, Non, alors le TAG, non, c'est pas non, vraiment c'est plus ça. la C'est phobie. par exemple les phobies Oui. ou le trouble panique, Mhm. etc. Un des mécanismes, c'est une hyperactivité amygdalienne. Et chez les enfants atteints d'autisme, c'est pas impossible que ça se déclenche sans que ce soit nécessaire, et c'est pas impossible que ce soit ça qui fait que les enfants atteints d'autisme, ils dévient tout de suite quand elles le regardent parce qu'ils voient vite un visage comme étant menaçant, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Mhm. Ok. Tu fais quoi comme examen avant de commencer une personne de plus de 50 ans sous clomipramine? Et quoi que tu fais? Bilan cardio, Poup, poup. Ouais, et c'est quoi le bilan cardio? ECG, écho cardiaque. Non, tu fais pas Je fais uniquement. pas une écho cardiaque? Non, un, Ok. tu peux pas. Deux, c'est pas. C'est C'est pas un peu assez. excessif et de toute façon, Ok. tu peux pas. Les mecs, ils te refusent. Mais en gros, c'est ça, hein, sur le plan cardiaque. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est Il y a arachnogène? un impact Sur le cœur? sur le cœur, Ça, c'est vrai. sur la fonction noradrénergique principalement. Non, c'est quoi qui fait que c'est cardio? Alpha. Non. Bah, il y en a plusieurs en fait, hein. C'est noradrénergique, c'est Oui. anticholinergique, c'est antihistaminique, et puis ça bloque aussi les canaux sodiques, les canaux ioniques qui sont dans le myocarde Ok. et qui sont mobilisés quand le courant va rentrer. Et du coup, si tu les bloques, bah, ça rentre plus, ça met plus de temps à rentrer et du coup, ça peut augmenter le QT. Ok. Ok. Donc, c'était des antiarythmiques de classe 1A. On l'avait fait ça, je crois. Ouais. Je crois qu'on l'avait fait. Donc, il faut demander à un ECG. On est d'accord. Question, comment est-ce que tu peux faire une différence? Eh ben voilà, entre une DFT et une maladie d'Alzheimer à l'IRM. Enfin, quel examen tu peux demander pour faire une différence? Eh ben, du coup, oui, il y Ouais. a un IRM, mais Ouais, tu vois sur la DFT qu'il y a une dégradation quasi unique sur le enfin, ouais, sur le enfin, frontotemporal. frontotemporal, ouais, Voilà. Là où Alzheimer, tu as une dégradation un peu uniforme de bah, c'est mémoire. plus temporal. C'est plus temporal? Ouais, c'est ça. Ok. Donc en gros, grosso Mais le modo, c'est ça. reste suit ou? Bah au début non, et puis après effectivement Oui. ça finit par se propager un peu, Ouais. mais au début en tout cas non, mais c'est au début que tu veux faire la différence, hein, Ouais. parce que Oui, c'est après vrai. de toute façon Ça c'est vrai que serait ça change pas quasiment. grand-chose. Et alors c'est quoi que tu peux demander? C'est quoi une computed tomographie là? Tu vois ce que c'est? Non. Eh ben c'est un CT scan, et en fait c'est un scanner. Ok, Scanner simplement. c'est un CT scan, et en fait c'est une computed tomographie. En gros c'est plein de radios, Ok. ça tourne. Quand tu te fous dans ce scanner, on est d'accord, Oui, ça oui, tourne. oui. En fait, c'est une machine à radio qui te tourne Mm. autour du corps. Et une fois que tu as toutes les radios, eh ben, tu peux les assembler avec des algorithmes de calcul, machin. C'est pour ça que ça s'appelle computed. Et tomographie, tomo, ça veut dire couper en tranches. En fait, tu fais des tranches de radio. Ok. Donc, c'est ça qui se passe. Par contre, ça expose à de la radiation. Oui. D'accord? Diffusion tensor imaging, c'est un type d'IRM où tu vas calculer d'une façon différente. Et en fait, ça te sert parce que j'ai un trauma crânien. Mhm.
je me fais des accélérations et des décélérations lors de l'accident. Mhm. Et mes neurones, ils sont étirés, Mhm. tu vois. Et donc sur les axones et les gaines de myéline, ça tire et Mhm. éventuellement ça tord. Et Mhm. ça fait des dégâts parce que les problématiques neurocognitives après les traumas crâniens, ils sont majeurs, mais ça se voit pas à l'IRM classique et ça se voit plus à l'IRM DTI, diffusion tensor imaging. Donc, en fait, quand tu as quelqu'un qui a fait un trauma crânien, tu es obligé de mettre ça dans le dossier, tu es obligé de mettre est-ce que c'était grave, donc il faut connaître un peu les critères de trauma crânien, etc. Et quand il y a quelqu'un qui a un trauma crânien et qui te dit est-ce qu'il y a eu un impact, probablement que oui. Si jamais il a fait une IRM et qu'on n'a rien vu, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Ouais. Si tu as fait un scanner, ça veut encore moins dire qu'il n'y a rien. Tu fais un Mhm. scanner, tu vois les saignements au début, mais tu vois absolument pas les neurones et encore moins l'organe de myéline, hein. On l'a sur le secteur, ça? Non, Ouais. non. Est-ce que tu fais une IRM pour faire la différence entre une DFT et une démence d'Alzheimer? Oui. Alors, il faut que ce soit une IRM fonctionnelle. Ouais. Une IRM structurale, en fait, tu vois pas grand-chose, Tu verras pas assez. sauf si tu en es au stade où la trophicité du C'est cortex visible. est visible et c'est déjà un peu avancé. Ok. Ouais. Donc c'est un peu chiant. Donc effectivement, tu peux, parce que si tu as une atrophie frontale et un peu moins prononcée en temporale, bon ben voilà, c'est fini. Et puis si tu as une atrophie temporale exclusive, bon ben voilà, mais l'idée Mhm. c'est d'arriver un petit peu avant ça. Et en fait, ce que tu peux faire comme imagerie fonctionnelle, c'est une position émitron-tomographie et une spec single photo emission computed tomography. En gros, c'est vraiment pas compliqué. Tu balances un truc radioactif, ça va aller balancer soit des positrons, soit des photons, et puis tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé, et au fur et à mesure, ça décroît, et tu t'obtiens là. Donc en gros, là, c'est juste que tu as rajouté sur une tomographie, donc un CT scan, tu as rajouté un truc enfin un ligand radioactif dont tu vas aller capter le signal au fur et à mesure. Ok. Ok. Et puis voilà, hein, concrètement c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Donc c'est plus compliqué, hein. C'est pas une DFT ou une maladie d'Alzheimer. Il y a différents types de DST, de DFT. Il y a les variantes où t'es un peu, c'est plus une variante logopénique où t'as plus du tout de mots qui arrivent. Mhm. Tu as des variantes où c'est principalement comportemental, où tu as une désinhibition frontale qui se passe. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué. Et ensuite, en moyenne, c'est toujours le même problème. Il n'y a pas qu'une démence. C'est la maladie d'Alzheimer qui est comorbide dans plein de trucs. Et par exemple, tu peux avoir des signes de démence vasculaire où en fait, à l'imagerie, eh ben, tu vas avoir des zones un petit peu balancées, alors pas au hasard, parce qu'il y a des zones qui font plus facilement un infarctus, Mhm. mais tu vas avoir des zones d'hypométabolisme qui sont un petit peu plus réparties à droite à gauche, et pas forcément systématisées comme en frontal et en temporal. Mhm. Ok. Paf, comment tu traites l'éjaculation précoce en France? Qu'est-ce qu'il y a la MM, tu sais? Avant la vaccine, Ça a la MM? je pense. Je crois pas. Ah ouais? Non, c'est pas parce que ça le donne que ça a la MM. Regarde quand même. Ah, je sais pas pour la convoi. Mhm. Non, mais il y a un IRS qui a la Bah, particularité la d'être presque Parox. ça. La Parox? À la Parox, c'est l'avant la vaccine. Moi, j'avais vu que c'était deux Ça a la pierres MM? et Ok. que même dans les actes pour adultes, c'était ce qui était donné aux Ouais. acteurs pour tenir. Eh ben, c'est la dapoxétine aussi. Ok. On a ça. Ah, C'est un IRS qui est fait pour retarder l'éjaculation. c'est le nom. Et alors, en fait, c'est c'est particulier parce que enfin, tu as plus de chances d'avoir des troubles de la libido sous IRS Hmm. que de chances d'aller mieux sur le plan de l'humeur. Ah oui. Donc en fait, si on voulait être tout à fait technique, on dirait au patient, écoutez, vous allez être mis sous castrateur chimique et il se peut que votre humeur s'améliore au passage, mais c'est pas ce que ça fait le mieux. Tu vois. Donc c'est la dapoxétine qu'on a, ouais. Je crois que c'est un petit truc français, ça. T'as ça. Est-ce que tu peux mettre de la buspirone pour traiter l'éjaculation précoce? Je pense pas. Bah C'est non, moins impactant, lui, non, sur non. le. Bah, c'est plus que en plus éventuellement c'est censé aider un petit peu sur la fonction sexuelle la Ouais. buspirone. Ok. Donc faut pas se rater parce qu'il y a des fois où les gens, il y a une étude on avait parlé où les gens essayent plus longtemps d'avoir des rapports,
mais ils n'arrivent pas à avoir plus d'orgasmes pour Ouais. autant. Donc, quand tu fais l'étude, tu dis c'est mieux, ils ont des rapports plus longs, mais en fait, ils n'arrivent toujours pas Ouais. à avoir un orgasme, donc faut un peu faire gaffe. Est-ce que la morphine, ça a un impact sur la libido? Ah, oui, à mon Oui, ça avis. te massacre ta Oui. libido. Est-ce que l'aripiprazole, c'est quoi le lien avec l'aripiprazole et la fonction sexuelle? Ah. Euh, Là, comme ça, sur le plan biochimique, tu veux dire? Ouais. En pratique, pourquoi ça nous concerne là? C'est quoi le lien avec l'aripiprazole et fonction sexuelle? Parce qu'il est 5HT3 agoniste. Ça y est, tu t'es pas. Ah, ça y est, c'est au stade où tu confonds les récepteurs. C'est pas vrai. Non, il y a le syndrome de dysrégulation hédonique. Syndrome de dysrégulation hédonique homostatique, C'est-à-dire, vu que c'est un agoniste partiel. c'est ce que j'ai dit. Et non, t'as dit 5HT3, c'est nul. Ce que t'as dit, c'est nul. Et, et, euh, et c'est un agoniste partiel dopaminergique, et du coup, ça va augmenter le système dopaminergique. Oui. Et du coup, il y a le risque de ce syndrome-là, où tu as les gens qui vont commencer à, de façon compulsive, faire des jeux d'argent, c'est le plus fréquent, Oui, oui. avoir des rapports sexuels, faire des consommations de substances qui vont être renforçantes au sens neurobio, donc augmentation de dopamine dans le nucleus accumbens, etc. Voilà, donc avec les Hmm. gens, en fait, en gros, il y a un système d'homéostasie hédonique où je fais un petit peu de choses, puis je reçois un peu de dopamine, et du coup, je suis encouragé à refaire les choses. Le fait d'avoir envie de faire les choses, c'est la dopamine, et le fait d'aimer faire les choses, c'est le système opioïdergique avec les endorphines. Ok. Donc demain, je vais me faire un McDo, ah là là, j'ai envie, j'ai un peu de dopamine, et je mange mon McDo, j'ai de l'endorphine. Ok. C'est pour ça que quand tu as dépression et que tu n'as plus de dopamine, tu fais pas de choses, notamment parce qu'il n'y a pas de plaisir Hmm. anticipatoire, tu les fais. Ok. Et tout ça, en fait, toute cette zone de plaisir, etc., il y a une régulation qui se fait. Et l'agonisme dopaminergique, dont la Abilify, mais aussi le pramipexole, ou le ripyrinol, ou la bromocriptine, ou ce que tu veux, peuvent foutre le bordel là-dedans, et tu passes de comportement qui n'est plus dirigé par les résultats que tu vas en avoir, mais sur des comportements compulsifs, de recherche de plaisir endogène. Et donc, bah, c'est des gens qui commencent à faire des jeux d'argent compulsifs, etc., etc. Ça a coûté très cher au labo, hein. Il y a des gens qui ont dépensé l'économie de leur vie, donc ça a coûté un peu cher au labo. Ok, la testostérone, les gens qui prennent des stéroïdes anabolisants là, et Ça bloque tout. ça dépend. Il y a probablement une espèce de relation en U là où si tu en prends un petit peu plus, bah, tu as une libido qui explose. Et puis après, plus tard, parce qu'il y a des dégâts cardiovasculaires, etc., bah, la libido peut s'effondrer un petit peu, donc ça dépend. Et donc là, ce qu'il propose, c'est effectivement de mettre la fluoxétine. Nous, on a de la dapoxétine, et il y a des gens qui mettent un anesthésiant local au niveau du pénis. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi? Ah, les Ducaine? Ouais, la lidocaïne. Bon, À ne pas faire. je sais pas s'il faut faire ou pas, mais ok, le cervelet. Comment c'est séparé du cerveau par quoi? Le cervelet. Je sais pas. Par le tronc. Cérébral. Oui. Non, c'est pas bon ça. Non, c'est le tronc. C'est Non, pas quoi le c'est. tronc. Tronc. C'est. Attends, c'est où mon machin là? C'est là. Le cervelet, il est où là? Là, par là. Il est là, hein. Ouais, Ouais. il est par là Ouais. complètement. Et le tronc cérébral, il est où? Là. Ok. Midbrain, pons, médula. Ouais. Ok, 3 étages. Et là, en gros, eh ben, là, il y a le tentorium. Tentorium. Ouais, c'est la tente du cerveau. Donc en fait, ça sépare le cervelet et le cerveau. C'est juste ça. C'est important parce que des fois, tu as des descriptions neuronales où tu dis l'espace sous-tentoriel, etc. Et en fait, bah, c'est ce qui est en dessous de la tente du cerveau, quoi. Sous-tentoriel, c'est au-dessus. Ok? Ça, c'est clair. Attends, je crois que je dis moins ok, mais il faut que je fasse gaffe. Est-ce que ça sert à quoi le cervelet? Gestion. Grossièrement, hein. Je vais dire hormonale, mais non.
Hormonal, non. Pas que. Non, bah, peut-être même pas. Pas du tout même. Ah Ah ouais. ouais, bah, tu vas arriver à retrouver les hormones, mais là, on fait la neuronate de base, donc Motricité? ouais, c'est ça. Mm. Motricité fine, puis la poursuite oculaire. Donc, par exemple, quand tu as un nystagmus, eh ben, ça peut être à cause d'atteinte du cervelet. Quand tu as une atteinte par la toxicité de l'éthanol et que tu as des problématiques de démarche et d'équilibre, eh ben, c'est parce que c'est toxique pour le cervelet. Donc, en fait, toutes ces zones cérébrales ne sont pas enfin, atteintes de la même façon, etc. Et même le cerveau, enfin, le cervelet, tu as plusieurs régions. Mais grosso modo, le cervelet, c'est les mouvements et puis la motricité fine. Ok. Donc un Korsakoff pour finir, c'est le cerveau qui brûle ou Alors, c'est un trop Korsakoff, c'est simplifié? une démence de Korsakoff. Donc, il y a Ouais. beaucoup de choses qui ont brûlé. Et il y a aussi le cervelet qui a pris cher, mais c'est pas forcément ça qui est mobilisé dans la description de Korsakoff. Korsakoff, tu as une amnésie antérograde Mm. et des éléments de fabulation parce que le cerveau ne supporte pas le vide et du coup il va te créer n'importe quoi. C'est un peu le même principe que quand tu demandes aux gens pourquoi vous êtes dépressif Mm. et qu'ils sont capables de te sortir tout et n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, la démence, c'est plus aggravé, et puis tu as vraiment une nécrose des corps mammillaires, et au niveau de la trophicité cérébrale, ça a pris un peu cher de tous les côtés, quoi. Mm. Ok, donc, c'est pas restreint au cervelet. Le corps calleux, c'est ce qui fait que le cerveau droit va communiquer avec le cerveau gauche. Ok. L'hémisphère droit va communiquer avec l'hémisphère gauche. Mhm. Si jamais tu fais une callosotomie parce qu'il y a des problématiques de crise convulsive et d'épilepsie qu'on n'arrive pas à gérer, ok. Par exemple, tu as un foyer à droite Mm. qui se propage à la gauche Mm. et tu n'arrives pas à gérer, tu mets tout et n'importe quoi, ça ne marche pas, bah, tu peux faire une callosotomie, comme ça tu essaies de réduire un peu les dégâts. Et donc, tu as un cerveau droit qui communique plus avec le cerveau gauche. Ok. C'est pas forcément dramatique en soi, mais c'est un bon exemple. Et je sais pas si je te l'avais fait, je vais dû te le faire. C'est Gamy, hein, par exemple, qui a décrit ça. C'est pas lui qui a fait l'étude, mais c'est lui qui en a parlé. En tout cas, c'est de lui que je l'ai lu. Tu montres des photos à des gens. Il va y avoir un cerveau qui va voir les photos Mm. et ressentir les émotions induites par ces photos. Toi, moi, si je te montre une photo de clope, tu vas kiffer. Mm. Et si jamais le cerveau qui voit les photos ne peut pas communiquer avec le cerveau qui ressent les émotions, il va y avoir un trou. Mm. Voilà. Donc, Mm. si à des gens qui ont des callosotomies, qui ont plus de communication interhémisphérique, tu mets une photo, tu mets plusieurs photos de choses tristes ou inquiétantes ou dégoûtantes, tu vas générer des émotions chez eux, mais ils sauront pas pourquoi. Ok. Ok. Parce On que appelle l'analyse de. ils n'arrivent pas à faire la connexion entre ce que je vois entraîne, etc. Et donc la zone du langage, pour la majorité des patients, elle est sur la gauche, parce qu'il y a une décussation des fibres. Donc principalement, moi, si je suis droitier, eh ben, c'est mon cerveau gauche qui est mobilisé dans le langage. Et bah, si tu demandes aux gens pourquoi vous êtes triste, tu leur montres l'image. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes dégoûté? Pourquoi vous avez peur? Ils vont pas te dire, écoutez, je sais pas, mon cerveau communique pas, donc c'est pas à vous dire. En fait, ils te sortent tout et n'importe quoi. Mm. Donc les gars, ils arrivent à te rationaliser une émotion qu'ils n'arrivent pas à justifier eux parce que bah, la communication se fait plus. Et donc en fait, c'est pour ça que moi je suis part du principe que quand tu demandes aux gens pourquoi vous êtes comme ci, comme ça, machin, ça n'a que peu de valeur parce que le cerveau est capable de te rationaliser tout et n'importe quoi. Et donc le corps calleux, il est ici. Ok. Donc là, tes petits ventricules cérébraux là. Mhm. Ok. Puis après, ça descend, les deux se rejoignent ici, et là, tu as le quatrième ventricule. Bon, tu vois, ça on refera après. Ok. Et si jamais tu as une atteinte à gauche, tu vas avoir des symptômes à droite Mm. parce qu'il y a une décussation des fibres. Au niveau de la moelle épinière, il y a un moment où ça se croise. La gauche va vers la droite. Ok. Et ça, pour le cervelet, c'est pas le cas. Ok. Si tu as Lui, des il est indépendant. problématiques à droite, ouais, tu as des problématiques à droite. Il y a quoi comme maladie où tu peux avoir un biomarqueur et le biomarqueur est dans une maladie. Alors, c'est pas une maladie, c'est un trouble ou un syndrome, tu appelles ça comme tu veux,
Et il y a des anomalies de la poursuite oculaire. Tu vois, Poursuite tu vois, oculaire. quand moi, là, je vais suivre ça, bah, Ah, ça se passe plutôt bien. Stamnus. Alors, le nystagmus, c'est le scénario catastrophe de Ouais. ça, mais tu peux avoir des anomalies un peu plus fines que tu vois pas forcément comme ça tout de suite. Ben, c'est dans la schizotypie. En fait, dans les troubles de perso, le DSM a créé des troubles de perso de nulle part. Donc, il y en a, on sait pas trop d'où ça sort. Schizoïde, bon, on sait pas trop. Mais schizotypie, en fait, la schizotypie, ça a aussi été conceptualisé comme un truc un peu dimensionnel de la psychose, où tu vois, ils sont pas schizophrènes, Ok. mais il y a du testing de réalité, des croyances, etc., qui sont quand même franchement démarquées de la moyenne. En fait, c'est des gens où il y a des anomalies de la poursuite oculaire. Ok. Ok. Donc, en fait, c'est tout des biomarqueurs, c'est des manifestations, des anomalies, qu'elles soient cliniques ou biologiques ou imagerie, Tu retrouves à que 100%, tu vas non? voir. Non, bah non, c'est le Non, problème. c'est ça. L'idéal, c'est D'accord. biomarqueur sensible à 100%. Hmm. Tous les gens qui ont cette maladie Bon, ça. ont ce biomarqueur qui est là et qui est spécifique à 100%, où il n'y a que ces gens qui ont cette maladie-là qui Hmm. l'ont. Ok. Donc là, ils ont sorti le test. Ils vont sortir le test à 900 balles pour diagnostiquer le trouble bipolaire. Et en fait, la spécificité, la sensibilité, la VPP, la VPN sont pourris et inutilisables en Pas de pratique, chiffre. hein. Non. Bah, c'est genre, t'as 20% de gens qui sont la spécificité et sensibilité, grosso modo, c'est 20%, quoi. Ok. Donc, c'est pas utilisable du tout, en fait. Enfin, je veux Hmm. dire, c'est encore autre chose. Donc, il n'y a pas de décussation. Donc, à droite, anomalie du cervelet à droite, ça fait des symptomatologies à droite, grosso modo, hein. Alors, c'est plus compliqué, mais. Ok, ça fait quoi l'alcool sur le trouble bipolaire? Ça fait jamais de bien. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut faire qui est facile à voir? Eh ben. Déjà, ça peut t'éclater le sommeil, c'est dépressiogène. Est-ce que Ouais. dépressogène, ça va arriver tout de suite? C'est souvent le lendemain. Alors, le lendemain, ouais, mais du coup, c'est pas dépressogène stricto sensu. T'as l'humeur qui est pas bonne le Qui est lendemain, pas le lendemain, ouais. mais est-ce que peut te créer un épisode dépressif? Ça peut si tu persistes, oui. Bah oui, il n'y a pas de Oui. souci, hein. Y a pas de souci. En aigu, c'est pas bon parce que c'est pas bon, mais ça, je pense pas que ce soit plus chez les patients bipolaires que d'autres. Tu as des patients qui font des épisodes un peu plus sévères sur le plan de l'élation thymique quand ils consomment, d'accord? Mhm. Et après, sur le long terme, ça peut faire quoi? Ça peut faire des dépressions, ça peut faire bah, des cycles rapides, hein, Ouais, et de ah la oui. résistance au médoc, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Résistance au médoc quand même aussi? Ah oui, oui, oui. Ah bah là, t'as de l'alcool, enfin, c'est plus que de la résistance au médoc, c'est la prise en charge dans son ensemble Ouais. et mise à néant, en fait, hein. Ouais. Donc, toujours le même problème. Les patients ils disent, ouais, mais l'alcool, ça me fait du bien sur le long terme. Il n'y a Non, pas ça une marche jamais. étude qui a montré que ça pouvait marcher. On n'a pas un patient qui a dit, docteur, Je vois. j'aurais dû commencer l'alcool plus tôt, ça m'a aidé. Donc, ça, c'est sûr que. Donc, toujours le même problème, hein. Les effets secondaires de quelque chose, c'est à court terme. Et puis à long terme, Ouais. donc sur le court terme, tu as effectivement les risques d'avoir des manies un petit peu euphoriques ou une ivresse alcoolique un peu plus musclée que chez quelqu'un d'autre. On en a tous, hein, des patients où en fait 2 verres et tu as l'impression qu'ils ont pris la bouteille entière. Et sur le long terme, bah, c'est juste pas bon, quoi. Pas de doute, hein. C'est la dernière. Et donc, en fait, le summum du summum, c'est tu fais juste des phases dépressives, ça se transforme en phase mixte, ou alors tu faisais des phases euphoriques, et ça se transforme en phase mixte, et du coup, la consommation d'alcool va modifier l'expression du trouble. Donc, le psychiatre, il voit plus rien, Ok. et modifier l'effet de la prise en charge, Ouais, que ce c'est soit ça. la thérapie ou les règles de vie, telles que le sport ou les médocs, et du coup, bah, il se passe plus grand-chose. Le sildenafil, c'est quoi comme classe de médoc? Sildenafil. Sildenafil, ouais. Tadalafil, ça ressemble un Ça peu. ressemble beaucoup. Mais c'est pas ça. Si, c'est ça, mais C'est c'est pas le ça. même nom, mais c'est un autre molécule dans cette classe, mais c'est le même, le même trip, hein. Le trouble érectile? Ouais. Mais c'est quoi le nom de la classe? Eh ben, non, c'est trop compliqué, vas-y. Eh ben, c'est un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5. Voilà. Phosphodiesterase de type 5. Donc, c'est une enzyme, c'est une rase, donc c'est une enzyme de type 5 parce qu'il y a plusieurs.
sous-types dans cette enzyme. Et en fait, ça va augmenter la vasodilatation dans le système vasculaire du pénis. Uniquement? Ah non, pas Ouais, uniquement. c'est ça, on C'est est pour ça d'accord. que si jamais tu Ouais, prends c'est des pour tout dérivés dire. nitrés ou que tu n'as pas de bol, ça peut être hypotenseur, il n'y a aucun souci. Ok. Donc ça va te faire, ça ce serait le Viagra. Enfin là le gars il est milliardaire. Ouais, Tu fais du Viagra qui marche que dans le pénis, c'est le jackpot, hein. magnifique. Et ça va faire que tu inhibes la phosphodiestérase. Et la phosphodiestérase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller massacrer le GMP cyclique. GMP cyclique. Ça, ces trucs, il faut qu'on les apprenne parce que c'est un exemple de mécanisme d'action qui se fait dans les cellules. C'est pas dans les synapses à la con, il y a plus de sérotonine dans la synapse, c'est à l'intérieur même de la cellule qu'est-ce qui se passe. Et du coup, tu as plus de GMP cyclique parce que l'enzyme qui va le dégrader est inhibée avec le sildenafil. Ok. Ok. C'est exactement le même truc que quand tu as plus de monoamine, Hmm. qu'elle soit du type catécholamine ou indolamine, la sérotonine, noradrénaline, ce que tu veux, parce que tu as la monoaminoxydase qui inhibée. Ok. Tu fais le parallèle. Ouais, ouais, ouais. Et si jamais tu as plus de GMP cyclique, eh ben, tu as plus de vasodilatation. Et donc, bah, il y a plus d'influx sanguin, et donc c'est plus facile de maintenir une érection. Hmm. Ok. Donc le Viagra, ça aide à maintenir une érection. Le nitrique oxyde, l'oxyde nitrique, ça va faire qu'il y a une augmentation de GMP cyclique. Donc en fait, l'oxyde nitrique, c'est aussi une molécule qui va favoriser le développement d'une érection. Ok. Plus d'oxyde nitrique, plus de GMP cyclique, de l'érection. Ok. C'est vasodilateur. Il y a quoi comme molécule qu'on connaît qui va massacrer la formation d'oxyde nitrique? D'oxynitrique? Ouais. Ah bah, et du coup, tu sais pas. Mais vu qu'on est en pharmaco, quelle est la classe de molécules qu'on connaît qui fait le plus débander? Les D2 bloquants. Alors, c'est pas loin, mais encore mieux quand même. Encore Le mieux que ça. best-of de tu bandes plus. Parce que le risperdal et le Soliant et le machin, tu bandes plus, mais c'est aussi, tu te souviens, parce qu'il y a une microcirculation près de Hmm. l'hypophyse et que Hmm. du coup la concentration explose et du coup la prolactine explose et que tu as des hyperprolactinémies qui sont fréquentes, si ce n'est systématiques, Hmm. mais c'est encore un autre mécanisme. La kétiapine, c'est un D2 bloquant, l'olanzapine, c'est un D2 bloquant, mais tu arrives à bander à peu près, c'est pas le souci. Hypertenseur. Bah non, bah les antidépresseurs. Antidépresseur, Bah ouais. oui, oui, c'est ceux qui cartonnent le plus l'érection, hein. Ouais. Ah bah sûr, 50 à 80% des gens, sûr. Ouais, mais en Pareil, pratique, il y a tu des vois, c'est mythes. plus. Non, en pratique, ils te disent pas qu'ils montent plus, mais quand tu Ouais, bandes, ouais, c'est vrai. c'est une cata. Quand tu fais les études, tu Ouais, poses la question, eh ben, parce que c'est des inhibiteurs de l'oxyde nitrique synthase. En d'accord. fait, l'oxyde nitrique, il est fait aussi avec une enzyme qui est l'oxyde nitrique synthase. Quand il y a de l'oxyde nitrique, ça t'augmente ton GMP cyclique et du coup, tu fais de la vasodilatation. À partir du moment où tu supprimes l'oxyde nitrique synthase, il y a moins de GMP cyclique et du coup, il y a plus de difficultés à maintenir une érection. Donc la vasodilatation et l'équilibre de tension, il ne dépend pas de la même façon partout dans le corps. Ouais, c'est ça. Et donc il y a des endroits où c'est très dépendant du GMP cyclique et il y a des endroits où ça l'est moins pour d'autres raisons. Mais au niveau du pénis, en tout cas ça. En fait, Donc c'est pas hypertenseur. Les IRS, non, c'est pas trop C'est ça. hypertenseur. Non, c'est pas trop hypertenseur. Par contre, à ce niveau-là, eh ben, c'est une catastrophe. Donc en fait, on appelle ça un IRS parce qu'on s'en sert pour améliorer la dépression. Mais d'un point de vue biologique, neuroscientifique pur, ce sont des inhibiteurs de l'oxyde nitrique synthase qui entraînent des problématiques d'érection dans 50 à 80% des cas et qui aussi sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine de façon non spécifique, parce que la fluoxétine et la venlafaxine, c'est kiff-kiff les osticots. Mhm. Le terme spécifique, il a été créé de toutes parts par le laboratoire, par les labos. Mhm. Ok. Et donc le vrai terme, c'est antidépresseur monoaminergique slash anti-érection inhibiteur de la nitrique oxyde synthase. Ok. Donc on va pas se servir de ça parce que les patients ils prennent plus rien, mais c'est quand même important de le dire parce que c'est pour ça qu'ils arrêtent les médocs, hein, première cause d'arrêt des médocs, Ouais.
problème de libido. Mm. Donc, un bon exemple de classification, en fait, qui n'a pas trop de sens parce que c'est juste, ça répond pas. Enfin, antidépresseur, après, je t'en mets plus. Il y a des dépressions où ça marche pas sur tous les types Oui. de dépression. C'est plus efficace que certains anxiolytiques que les anxiolytiques. Oui. Il y a d'autres effets secondaires qui sont liés au fait qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes euh, pharmacologiques derrière. Et donc, en fait, le terme antidépresseur, eh ben, il est pourri, quoi. Donc, il faudra revoir ça quand on aura le temps. Hop!